On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Radar, le podcast. Avec Pierre Lebrun et Anthony Desaulniers. 2 octobre 2024, bienvenue à notre édition du podcast Radar. C'est pas l'actualité qui a manqué dans les derniers jours dans la Ligue nationale de hockey. Je suis bien heureux d'accueillir Pierre Lebrun pour se joindre à moi. Comment ça va, Pierre? Ça va très bien, Anthony. Écoute, faudrait peut-être juste faire un tournoi pendant un mois en Ottawa, Montréal et Toronto. Juste les 3 équipes. Hey, pourquoi pas ramener la division canadienne, Pierre? Là? Il me semble que ce serait une bonne idée. Là. Aïe. Les matchs de pré-saison. Bon, on va rentrer là-dedans parce que j'ai une opinion assez raide là-dessus. Là. Puis en fait, j'ai un texte qui sort plus tard cette semaine sur les conversations qui se passent dans les coulisses entre la Ligue et l'Association des joueurs pour avoir moins de matchs hors concours dans la prochaine convention collective. On verra bien. Ouais, j'ai vu ton tweet à cet effet-là, comme quoi on parle de peut-être 4 matchs préparatoires, 84 matchs de saison régulière. Est-ce que c'est réellement la solution au final? Je veux dire, c'est du hockey. Je comprends qu'il y aura peut-être moins de joueurs marginaux qui vont être sur la glace, donc peut-être moins de joueurs qui vont chercher à se prouver, mais les blessures, ça peut être un accident, puis ça peut arriver en février comme ça peut arriver en séries éliminatoires. Ben écoute, la réalité, c'est que cette nouvelle-là, moi, j'avais sorti ça au mois de juillet, puis je l'ai répété hier soir. OK. Mais il y a bien des gens qui n'avaient pas vu mon tweet au mois de juillet, ça a l'air, parce que c'était le 1er juillet quand j'avais sorti la nouvelle la première fois. Alors, ça n'a rien à faire avec les blessures dans la dernière semaine. C'est juste que ça souligne les inquiétudes qu'on a sur la longue séquence des matchs d'hors concours. La réalité, c'est que ça fait plusieurs mois qu'il y a des conversations qui se passent entre la Ligue et l'Association des joueurs au sujet du calendrier en général. Non seulement avoir moins de matchs d'hors concours, on parle présentement d'aller à 4 au lieu d'avoir de 6 à 8 matchs hors concours, mais aussi, évidemment, d'ajouter, par exemple, 2 matchs de saison régulière pour aller à 84, parce qu'évidemment, il faut faire de l'argent. Ben oui. Si tu vas couper des matchs en concours qui font quand même des secondes, il faut ramener de l'argent de l'autre côté. Les joueurs, d'ailleurs, qui partagent 50-50 les revenus avec les propriétaires, alors il n'y a pas de guerre là-dedans. Mais l'autre aspect que j'avais sorti au mois de juillet de cette conversation, qui est très préliminaire, là, mais c'est qu'on pensait aussi dans le prochain... l'autre chose, c'est de commencer la saison plus tôt. Commencer à l'entour du 1er octobre et finir la Coupe cette année par le 10 mai. Ça aussi, ça va partie de cette conversation, mais qu'est-ce que je me fais parvenir dernièrement, c'est que oui, peut-être moins de matchs hors concours, oui, peut-être 84 matchs, mais il y a trop de monde qui chiale sur l'idée de commencer plus de bonheur, malheureusement, parce que moi, j'aimerais bien ça. En tout cas, on a parlé de Gary Bettman hier à New York après la réunion du gouverneur, mais il ne veut rien dire là-dessus présentement parce que là, les joueurs et la Ligue rentrent dans leur mode convention collective, puis il ne veut rien dire publiquement sur ces affaires-là. Alors, Gary Bettman a dit oui, c'est des idées qu'on regarde, mais je ne veux rien dire à part de ça. C'est ce que Gary Bettman a dit hier, parce que ça doit faire partie des conversations de convention collective qui, d'ailleurs, vont commencer au mois de janvier avec l'association des joueurs. Parce que moi, je me mets à la place d'un gars comme Bill Zito l'année passée, qui doit, en plein milieu de sa parade, puis là, j'exagère à peine, déjà avoir en tête la prolongation de contrat de Sam Reinhart. Puis en tant que partisan, t'as la finale de la Coupe, t'as les intronisés au Temple de la Renommée, t'as le repêchage, t'as le 1er juillet. Il y a tellement d'événements condensés dans la Ligue nationale. Il me semble qu'on pourrait un peu spread the love, là, éparpiller ça un peu partout pour faire en sorte que la Ligue nationale de hockey soit d'intérêt sur une plus grande période et non tout condensé dans un 5-6 jours. Hein. Oui, je suis d'accord. C'est la raison que la Ligue a quand même eu des conversations là-dessus dans les derniers mois. Mais il y a plusieurs choses là-dedans. Premièrement, ESPN ne veulent pas que la Ligue nationale commence leur saison régulière jusqu'à la 2e semaine d'octobre parce que ESPN, ils ont les séries éliminatoires de baseball qui viennent de commencer hier. Mm-hmm. Ils ne veulent pas que le baseball et le hockey commencent en même temps, la série éliminatoire du baseball et la saison régulière de la Ligue nationale. Donc ESPN demande à la Ligue nationale d'attendre
entre le 8 et 10 octobre pour commencer la saison régulière. Alors, c'est pour ça que c'est tellement en retard. Les gens s'en sont rendus compte les dernières années, là, mais l'année passée, ça a été au 7e match, alors au 24 juin. L'année avant, aussi, il était pour aller jusqu'au 23-24, mais ce qui est arrivé, c'est que Vegas ont gagné en 5 matchs contre la Floride. Alors, on n'a pas eu le 23-24, mais le 7e match aurait été le 23-24. Alors, c'est la raison qu'on est tellement en retard avec la saison d'hier. L'autre chose, c'est qu'il y a encore des équipes dans le Sud qui ne veulent pas avoir beaucoup de matchs au mois d'octobre. Ça a toujours été le cas. Mais c'est pour ça que j'étais surpris quand les nouvelles m'ont parvenu en fin juin, début juillet, que la Ligue pensait de commencer plus de bonheur, comme une idée au moins. Alors, on espère qu'on ne lâche pas cette idée parce que je suis d'accord avec toi. Ça ne fait pas de sens d'avoir une Coupe Stanley 24 juin, puis ensuite le repêchage 3 jours plus tard. Ça n'a pas aucun sens. Non, effectivement, ça fait absolument aucun sens. Puis d'un point de vue partisan, je pense que tout le monde sortirait gagnant, mais c'est l'argent qui mène le monde, puis on verra comment ça va tourner lors de la prochaine convention collective. Pierre, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, juste rappeler notre partenaire ubet.io. C'est là où est-ce que les meilleures cotes de la Ligue nationale de hockey se retrouvent, ubet.io. Écoute, la semaine dernière, Pierre, on n'a pas parlé du Canadien de Montréal. Parce que la vocation de notre podcast, c'est vraiment de traiter les 32 équipes de la Ligue nationale de hockey et de ne pas forcer nécessairement des sujets qui sont canadiens. Je vais te dire, cette semaine, pas besoin de forcer bien pour parler du Canadien de Montréal avec toi. Écoute, ça déborde de partout. Je veux commencer avec Patrik Laine. Là, on a su hier des bonnes nouvelles quand même. Entorse, n'aura pas besoin d'être opéré, absent de 2 à 3 mois seulement. Ce qui est honnêtement un soulagement pour bien des gens ici au Québec. Malgré ça, Kent Hughes veut être dans le mix. Est-ce que Kent Hughes est actif sur le téléphone cellulaire présentement pour tenter de remplacer son attaquant étoile? Pas présentement. Je me suis informé là-dessus parce que je savais que tu as pour demander la question, hein, Anthony. Et puis, ce que j'apprends, c'est que pour le moment, surtout que les nouvelles ont été encourageantes sur Laine dans le contexte que ça aurait pu être pire. Mais le fait que Laine devrait revenir au jeu cette année, ça enlève vraiment l'aspect que le Canadien va être forcé d'aller au marché des échanges. Alors, présentement, on regarde à l'interne, on connaît tous les noms qui ont une chance de commencer la saison à Montréal et commencer dans un rôle dans le top 9. On va commencer de même, on va voir comment que la saison commence. C'est vraiment là que sont la direction du Canadien. Mais tu as raison, écoute, c'était une nouvelle, c'est ça le mot que je sais que l'agent de Laine m'a dit qu'il était soulagé. Tout le monde est soulagé parce que ça aurait pu être pire, mais écoute, on verrait, il y a quand même une longue période de rétablissement là-dedans. Oui, ça c'est sûr, puis c'est pas garanti, mais au moins les nouvelles sont plus encourageantes que si on avait avancé, comme David Reinbacher par exemple, que ça devrait prendre entre 5 et 6 mois. À cette période-ci de l'année, Pierre, je comprends que peut-être la transaction, pas idéale. Personne aime vraiment, surtout pas faire une transaction d'importance début octobre, mais il y a peut-être la solution du ballottage aussi. Il y a toujours beaucoup de joueurs qui s'y retrouvent. Est-ce que tu penses qu'on pourrait aller piger de ce côté-là chez le Canadien? Ben, je te dis là, que je pense présentement c'est à l'interne qu'on regarde, mais on ne peut pas prédire, par exemple, ces 4 noms qui vont sur le ballottage. Des fois, il y a des noms surprenants, surtout plus proche du début de la saison régulière, quand les équipes s'amènent aux 23 noms sur leur équipe. Des fois, il y a un nom qui se surprend. Alors, c'est sûr que je pense à l'année, il y a plusieurs années, quand le Canadien a été chercher Paul Byron sur le ballottage des Flames de Calgary, je pense que c'était au début de la saison, puis c'était un nom qui avait surpris, puis Marc Bergevin avait sauté là-dessus. Tu sais jamais le nom qui va se rendre au ballottage. Alors, on ne peut pas dire à 100% que la réponse est non, parce qu'on ne sait pas qui va être là. Quand c'est arrivé, ce fameux incident-là de Patrik Laine, je me disais ça va être le sujet le plus hot. C'est sûr qu'on va commencer notre podcast avec ça. Ça va être incroyable. Depuis, il y a eu un autre incident avec les sénateurs d'Ottawa. Honnêtement, ça n'a pas de bon sens, Pierre, à quel point les matchs préparatoires, on le disait d'entrée de jeu, mais il y a tellement d'animosité avec le Canadien, présentement, que ce soit avec les Leafs ou avec les sénateurs, et dans les deux cas, Arber Xhekaj est au cœur de tout ça. Bon, commençons par le fameux incident avec Cédric Paré. As-tu été surpris de voir que la Ligue nationale de hockey s'est contentée d'une amende pour Arber Xhekaj et qu'on n'a pas sévi plus que ça à son endroit? Ouais. Non, pas vraiment, parce que, écoute, il a arrêté après quelques coups, premièrement.
faut quand même souligner ça, là, mais il y a quand même eu une amende. Puis quand tu reçois une amende, là, tu as un dossier officiel avec le groupe de George Peros. C'est pas rien, ça, premièrement. Non, T'es considéré j'étais comme pas un surpris. récidiviste quand tu as une amende, Pierre? Ben, tu t'es déjà fait avertir par George Peros. Hein? Sur l'autre coup contre Ottawa, écoute, c'était un coup en retard, je pense, une mise en échec en retard. Mais de l'autre côté, je sais que la Ligue ne pense pas de rentrer là-dedans non plus. Parce qu'ils ne pensent pas que la Ligue voit ça comme un coup à la tête. Puis d'ailleurs, les arbitres ont, ils ont fait leur coup eux autres même durant le match. C'était une grosse pénalité qui a changé le match. Mm-hmm. Alors, il ne faut jamais oublier ça. Mais non, c'est pour ça que moi, personnellement, je trouve ça vraiment... je comprends pas en l'année 2024 pourquoi il y a tellement de matchs préparatoires ou des choses de même qui se passent parce que, écoute, tu regardes le football, et moi j'adore le football, les grands joueurs de la Ligue nationale de football ne jouent même pas du tout dans les matchs préparatoires, la plupart. Ouais. Une séquence. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que le hockey doit vraiment se demander des questions. J'ai parlé avec Luc Robitaille hier à la réunion des gouverneurs, ça va être dans mon texte cette semaine. Mais Luc Robitaille, évidemment, il a perdu du jeu à lui aussi, une blessure assez sérieuse au genou. Mais c'est pas à cause de ça. Luc Robitaille, déjà, qui était dans la conversation avec la Ligue, lui aussi, il trouve qu'il y a trop de matchs préparatoires. Lui, il est en faveur d'avoir moins de matchs préparatoires. Évidemment, d'aller à 84 matchs saisonnières. Mais alors, ça te dit que c'est des conversations qui se passent quand même au plus gros niveau. Parce que, comme Luc Robitaille a dit, il y a 20-30 ans, c'est sûr que quand l'entraînement, les matchs préparatoires, les joueurs vraiment se mettaient en shape à ce temps de l'année, mais c'est fini cette affaire-là. Les joueurs sont sa patinoire pour 12 mois, sont prêts à aller... tu sais, je ne dis pas aller à zéro, c'est sûr, parce que tu as des jeunes joueurs que tu veux évaluer, mais je pense que 8 matchs préparatoires, franchement, c'est trop. Puis ça met les joueurs dans une situation où tu peux être blessé, puis ça met les joueurs aussi dans des situations où il y a des émotions dans des matchs qui ne vaut rien. Jeff Gordon du Canadien, j'ai parlé avec lui aussi pour ce texte, puis une des choses que Jeff Gordon m'a mentionné, puis c'est intéressant, je n'avais pas pensé à ça, mais il dit que lui, ses joueurs, les vétérans du Canadien ont dit à Jeff Gordon, tu sais, peut-être que ça fait plus de sens pour les vétérans de jouer sa route dans les matchs hors concours contre une équipe de vétérans que tu joues contre. Au lieu, parce que présentement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les équipes à maison, ils ont des vétérans, puis les équipes sur la route, ils ont les recrues. Exact. Ou les joueurs américains. Puis l'idée de Jeff Gordon, c'est ce qu'on devrait regarder à ça, où les matchs préparatoires sont plus... Il y a un équilibre entre l'expérience des joueurs sur les deux équipes, que ce soit une façon ou l'autre. C'est correct d'avoir des matchs avec des jeunes, des matchs avec des joueurs américains, mais peut-être ça devrait être un contre l'autre. Alors, c'est une idée intéressante, ça, de Jeff Gordon. Ouais, c'est pas fou parce que puis ça s'est vu, là, Toronto-Montréal, c'était flagrant. D'un côté, tu avais les jeunes contre les vétérans, puis après ça, c'était l'inverse. Mon collègue Gilbert me parlait que pourquoi pas faire tout le monde à un endroit et on fait comme un mini tournoi, tout le monde est sur place, donc là, il n'y a comme pas l'excuse de les vétérans veulent pas voyager, tout le monde s'entraînerait à un endroit fixe. Peut-être que ça réglerait des problèmes. Sinon, l'autre option, parce que là, clairement, je veux dire, ça date pas d'hier, la rivalité Montréal-Ottawa et Montréal-Toronto. Mais peut-être que de faire des matchs préparatoires contre les Capitals de Washington, contre les Islanders de New York, contre les Devils de New Jersey, ce serait peut-être pas une mauvaise idée au final, parce que là, la marmite, elle saute pas mal, Pierre. Oui, il y a ça. De l'autre côté, c'est qu'on aime ça voyager le moins possible dans les matchs hors concours. C'est pour ça qu'on retrouve nos rivaux. Mais non, tu as raison. Tu sais, à la fin de la journée, il faut que tu demandes la question numéro 1, c'est pourquoi qu'on a 8 matchs hors concours en l'année 2024? C'est sûr qu'il y a de l'argent. Écoute, je pense qu'il y a 4 matchs au Centre Bell cette année dans les matchs hors concours. Oui, 4 au Centre Bell. Si Jeff Molson serait en ondes avec nous autres, peut-être qu'il y aurait une opinion là-dedans, mais il ne faut pas oublier ce côté-là. Mais c'est pour ça que je pense que ce qui fait partie de la solution, bon, on verra ce qui arrive lorsque les joueurs et les propriétaires négocient une nouvelle convention collective, mais c'est pour ça que d'aller 82 à 84 matchs fait du sens de ce côté-là pour que tu gardes l'aspect financier.
Bon, là, à travers tout ça, Arber Xhekaj pas suspendu pour sa mise en échec à l'endroit de Tim Stützle. Mise en échec qui survenait après celle de Ridley Gregg à l'endroit de Kirby Dack. Du côté du département de la sécurité des joueurs, est-ce qu'on évalue les gestes de façon isolée selon toi, ou on se dit Xhekaj, il faut lui passer l'éponge parce que c'est survenu après un autre coup, disons-le, tardif de la part de Gregg, bien qu'il n'était pas aussi dévastateur que celui du défenseur du Canadien? C'était pas aussi dévastateur, mais de l'autre côté, tu sais, au moins, je pense que la rondelle était plus proche de Stützle qu'il était de Kirby Dach. Ça, c'est sûr. Tu sais, il risque que des fois, tu juges le résultat, mais il y a d'autres circonstances là-dedans aussi. Fait que, non, ça fait toute partie de ça, c'est sûr. Puis, écoute, je comprends les sénateurs qui sont pas très contents. Je les blâme pas. Surtout que Tkachuk, parce qu'il est tellement un bon leader, un bon capitaine, s'en est pris parce qu'il trouvait qu'il fallait défendre son coéquipier. Ça aide pas les choses non plus. Lui aussi qui sort du match. Alors, non, c'est vraiment... c'est le pire. C'est le pire que tu peux penser si t'es Ottawa ou Montréal, franchement, dans un match qui vaut rien. Ouais, puis j'espère qu'on aura droit à un bon vieux match tranquille samedi soir pour se propulser vers la saison régulière qui va commencer bientôt. Tu l'as mentionné, Pierre, tu as parlé avec Luc Robitaille. Évidemment, Drew Doughty est dans l'actualité parce que lui aussi, il a été victime d'une blessure, sera à l'écart quand même pour une grosse période. On parle qu'il pourrait être à l'écart pour jusqu'à la fin de la saison 2024, année 2024 pour être de retour début 2025. Les Kings sont peut-être pas dans le même cycle que le Canadien de Montréal. On se retrouve dans un endroit où est-ce qu'on n'a pas fait les séries depuis notre Coupe Stanley... pas fait les séries. On n'a pas gagné une ronde depuis notre Coupe Stanley de 2014 et les attentes sont là. Rob Blake a fait une grosse transaction pour Pierre-Luc Dubois. On a tenté vraiment de passer au niveau supérieur, mais on affronte à chaque année les Oilers d'Edmonton qui nous montrent la porte. Est-ce que tu penses que les Kings ont plus on est plus obligé de faire un geste pour essayer de s'améliorer parce qu'on ne peut pas se permettre encore une fois des insuccès à Los Angeles? C'est une très bonne question. Puis d'ailleurs, j'ai demandé à Luc Robitaille une mise à jour sur Drew Doughty hier, puis il m'a dit peut-être 10 à 12 semaines. Alors, on parle de 2 mois pour leur défenseur numéro 1. Écoute, c'est une chance pour le jeune Brian Clark. C'est un choix de premier ronde. Puis on pense que ça va être un très bon joueur dans la Ligue nationale. Alors, lui, il va avoir une chance de jouer un rôle un peu plus gros dans sa première saison dans la Ligue nationale à plein temps. Alors, il y a ça. Mais si la réalité... Je comprends ta question, est-ce que les Kings doivent agir, mais tu vas m'entendre souvent dire ça cette année, Anthony, c'est que le problème, c'est que si tu sais que le joueur revient, comme Lainie va revenir, comme Doughty va revenir, tu ne peux pas aller remplacer son salaire parce que le joueur va revenir. Avec le plafond salarial, c'est un problème parce que tu ne peux pas aller chercher des joueurs à court terme. Tu dois avoir de la place sur le plafond salarial pour mettre tout le monde là-dedans. Fait que dans le cas des Kings, on espère que Clark va connaître une belle année de recrue. Mais oui, tu as raison. Écoute, les Kings ont perdu en première ronde 3 ans d'affilée contre les Oilers. Ils sont pas mal fatigués de finir la saison de la même façon. Puis j'étais là, en fait, en première ronde l'année passée. J'ai fait la série des Kings contre les Oilers. Puis, c'est frustrant parce qu'on a bâti une belle équipe à Los Angeles. C'est une équipe qui était capable de mettre Doughty et Kopitar, les 2 vétérans, avec la prochaine vague. C'est une équipe qui fait les séries. C'est quand même impressionnant, mais ils ne sont pas au gros niveau. Puis là, tout à coup, tu vois que peut-être Vancouver leur a passé à leur division. Puis ça, c'est difficile à gérer parce que Vancouver aussi en rebâti. Écoute, chez les Kings, je pense que c'est pas mal simple. Premièrement, est-ce que offensivement, on a décidé de changer notre philosophie depuis l'année passée. Évidemment, il y a eu des changements d'entraîneur, etc. Mais c'est quand même Jim Miller qui a fini la saison, puis c'est lui qui est entraîneur-chef encore. On doit changer la façon qu'on joue, parce que je ne sais pas si ça rappelle en série, mais les Kings qui jouent encore là, un système très offensif, seulement un joueur d'avant sur le forecheck, puis tout le monde à l'arrière, c'était comme les années 90 quasiment. Mm-hmm. Puis tu sais, je critique pas, parce qu'évidemment, ça a gagné bien des matchs pour Los Angeles, mais contre les Oilers, ça n'a pas fonctionné encore une fois. Puis je sais que dans les conversations parmi les Kings et Rob Blake, durant la saison morte, on a pensé beaucoup au fait qu'on doit être plus offensif, qu'on doit essayer de créer. Alors, on verra si ça va fonctionner pour eux autres. Ouais, j'ai hâte de voir parce que les Kings, honnêtement, c'est pas... Tu sais, Montréal, sans dire qu'ils peuvent se permettre
d'avoir une autre saison difficile. Tout le monde le sait que la reconstruction, elle est en cours, puis on espère s'en sortir. Puis c'est pour ça que c'est plate, parce qu'on veut être dans le mix, puis on veut avoir du spectacle, mais on comprend quand même. Je pense que les partisans vont accepter si jamais on ne fait pas les séries. Mais du côté des Kings, c'est un peu comme en politique. Un politicien qui sait que la fin de son mandat approche, veut que ça fonctionne parce qu'il veut être réélu. Du côté de Rob Blake, sans dire que son poste est en danger, Pierre, il ne peut pas se permettre de rester les bras croisés puis de laisser aller le bateau. Moi, c'est là où est-ce que je me dis, on n'aura pas le choix d'être imaginatif pour essayer d'arriver à des solutions parce qu'il faut que ça fonctionne. La patience des partisans, on a bien beau avoir une bonne formation, mais à un moment donné, si tu frappes toujours le mur en première ronde, ça ne marchera pas. Là. Ben écoute, je peux te dire que Rob Blake, dans son marché avec les journalistes à Los Angeles, a vraiment été critiqué pour l'échange pour Pierre-Luc Dubois, parce que de la façon que Pierre-Luc Dubois jouait pour les Kings l'année passée. Mais de l'autre côté, il a quand même reçu des compliments pour être capable d'échanger le contrat de Pierre-Luc Dubois à Washington cet été. Alors, écoute, ça, des compliments, on verra. Pierre-Luc Dubois va peut-être se réveiller à Washington. Peut-être. Là, ça va être les Kings qui vont pas comprendre pourquoi ils n'ont pas été capables d'aller chercher la bonne version de Pierre-Luc Dubois. Alors, on verra bien là-dessus. Mais oui, je pense qu'il y a de la pression sur Rob Blake. Et d'ailleurs, ça ne m'a pas été confirmé. Alors, je vais faire attention avec ça, mais je crois que c'est sa dernière année sur son contrat comme DG. Oh. Je pense pas qu'il y ait un nouveau contrat encore. J'ai peut-être pas raison avec ça, je vais faire attention, mais c'est ce que j'ai entendu de quelqu'un. Fait que il y a ça à suivre là-dedans aussi. Écoute, Rob Blake va toujours faire parmi de la famille des Kings, qu'il soit DG pour un autre 5 ans ou qu'il ne soit pas DG. Évidemment, c'est un gars très, très important dans la famille des Kings d'une façon ou l'autre, mais ça fait un bout de temps là, qu'il est là, tu sais, puis on espère chez les Kings de prendre la prochaine étape. La prochaine étape n'a pas encore été prise. Est-ce que c'est pratique commune chez les directeurs généraux, Pierre, d'être encore en poste à sa dernière année de contrat? Parce qu'on le sait que chez les entraîneurs-chefs, de façon générale, évidemment, il y a des exceptions, mais de façon générale, on va renouveler l'entraîneur-chef parce qu'on veut qu'il ait vraiment une main de fer au sein de son équipe et on peut envoyer le message que c'est l'homme de la situation. Est-ce que c'est commun pour un directeur général d'être encore en poste si jamais c'est le cas, là, je parle pas nécessairement de Rob Blake, là, je parle en général, d'être en poste alors que c'est ta dernière année de contrat? En fait, ça l'est commun. C'est un peu bizarre, écoute, tu l'as précisé, avec les entraîneurs-chefs, on pogne les nerfs des fois, puis on doit donner de nouveaux contrats avant que le contrat se termine, mais chez les DG, c'est pas mal l'habitude. En fait, Brad Treliving, quand il était dans sa dernière année à Calgary, il n'y avait vraiment pas beaucoup les gens ne disaient pas grand-chose là-dessus, puis en fait, lorsque son contrat s'est terminé, il a décidé qu'il ne voulait pas signer un nouveau contrat, puis éventuellement, un mois plus tard, il s'est rendu à Toronto, mais c'est parce qu'il était déjà autonome. C'est ça qui avait arrivé avec Brad Treliving. Il n'y avait pas de contrat. Don Waddell, je peux le dire, à 100%, lui, ses dernières 2 ans en Caroline, avec une des meilleures formations de la Ligue, a signé des contrats d'1 an à chaque fois. 2 ans d'affilée à Caroline, son contrat se terminait à la fin de l'année. Ouais. Alors, c'est un peu différent chez les DG. Je ne sais pas pourquoi exactement. Mais ça arrive souvent que les DG complètent leur contrat, puis les gens s'en rendent même pas compte. Ah, c'est spécial quand même parce que tu as quand même un énorme impact sur la formation. Tu peux y échanger l'avenir de ton équipe et alors que tu sais même pas si toi-même tu vas être encore là dans quelques mois. Pierre, je veux t'amener, on a parlé de Doughty. La Coupe des 4 Nations s'en vient. Est-ce qu'il faut l'oublier selon toi pour cette compétition-là? Je pense pas qu'on a pris une décision là-dessus encore parce que, je pense que Don Sweeney, qui est DG de l'équipe canadienne, mais aussi il parle beaucoup avec Doug Armstrong, qui est DG de l'équipe olympique canadienne. Je pense qu'on voit Doughty comme un vétéran très important. C'est un des liens qui restent de l'équipe olympique 2014 à Sochi. Fait que si Doughty démontre qu'il est prêt à revenir, le tournoi est au mois de février et pas au mois de décembre. Fait que moi, je ne serais pas prêt à dire qu'il est mis à l'écart. Mais ça m'amène, par exemple, à un point sur les 4 nations. Bill Daly, la Ligue nationale, nous a précisé hier, après la réunion des gouverneurs, que la date limite pour soumettre les équipes pour les 4 nations, c'est le 2 décembre. 2 mois et demi avant le premier match des 4 nations. Alors, je peux te dire que Bill Guérin, le DG de l'équipe américaine, puis Don Sweeney, de l'équipe canadienne, pas trop heureux du fait qu'on doit faire des décisions finales avec les équipes 2 mois et demi avant le tournoi.
Ben, c'est normal. Parce qu'on sait surtout que le Canada et les États-Unis, il y a bien des joueurs à décider, bien des joueurs qui sont au même niveau. On voudrait être capable d'évaluer jusqu'à 20 minutes pour prendre le gars qui est hot. Mais ça ne sera pas le cas. Il va falloir soumettre une équipe au complet avant le 2 décembre. Alors Mais ça, c'est à retenir, ça. pourquoi, Pierre, au final? Je veux dire, qu'est-ce qui presse de savoir ça autant d'avance? Je veux dire, c'est pas comme si les joueurs, il y avait des vacances de planifier ou quoi que ce soit, là. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est l'association des joueurs qui veut absolument que ça tire de bonne heure parce que les joueurs veulent faire des plans d'une façon ou l'autre, soit qu'ils sont dans le tournoi ou ils vont aller sur un île quelque part dans le sud durant le évidemment, il va y avoir un break du 10 février jusqu'au 20 février. Alors, d'une façon ou l'autre, les joueurs à travers de la Ligue veulent savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Alors, fait que c'est le syndicat des joueurs qui absolument ne veulent pas dévier de cette date limite du 2 décembre pour annoncer les équipes. Je présume qu'en cas de blessure, un joueur qui est sélectionné dans les matchs qui précèdent le tournoi, on va quand même pouvoir le remplacer à ce moment-là, comme ça se voit dans le match des étoiles là, en temps normal. Absolument. Alors, écoute, chaque équipe va peut-être faire ça un peu différemment, mais je pense sur le côté de Team Canada, j'avais parlé avec Don Sweeney de ça il y a un nombre de semaines, puis une des choses qui est un peu un indice de sa part, mais que il va quand même avoir un petit groupe de joueurs, à part du 23 qui sont annoncés, il y a un autre petit groupe de joueurs qui vont se faire avertir, hey, s'il y a une blessure à défense ou une blessure un joueur d'avant, ça va être peut-être toi qu'on va appeler, fait que prépare-toi d'une façon ou l'autre. OK, ça fait beaucoup de sens. Hey, tu as parlé avec Luc Robitaille, Pierre. Y as-tu parlé de Québec? Parce que là, il y aura les matchs préparatoires au centre Vidéotron dans les prochains jours. Ben, juste vite fait qu'il est excité. Il avait hâte de se rendre là puis voir comment les choses allaient se dérouler. D'ailleurs, moi, une des choses que moi, je ne savais pas, c'est que les Kings doivent voyager pas mal dans les matchs hors concours parce qu'ils ont on renouvelle dans l'aréna à Los Angeles. Il y a de la construction qui se passe. Alors, c'est pour ça que puis ça va être la même chose, je pense, l'année prochaine aussi à ce temps-ci. Fait que les Kings vont peut-être avoir besoin encore de Québec ou un autre endroit pour les matchs en concours, mais ouais, on le savait, nous, au Québec, parce que ça a fait pas mal jaser, cette venue-là des Kings de Los Angeles. Avec une fameuse subvention, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Hey, youbet.io, c'est le site de base pour tout ce qui touche la Ligue nationale de hockey avec des paris en direct sur les matchs les plus hot à chaque semaine, youbet.io. Pierre, on s'est parlé la semaine dernière de Jeremy Swayman. Puis, tu me dis, écoute, pour l'instant, il n'y a pas de... Je vais regarder mon téléphone. OK. C'est bon, j'aimerais ça que ça break en direct. Et tu m'as dit la semaine dernière, non, je pense pas qu'une transaction est sur la table dans ce dossier-là parce que pour l'instant, on n'en est pas là. Ça a bougé pas mal cette semaine et Cam Neely a pris la parole dans un point de presse puis il a avancé qu'il y avait 64 millions de bonnes raisons pour que Swayman soit en uniforme. Disons que ça allait allumer pas mal le feu. Qu'est-ce que tu sais à ce niveau-là, autant du côté Sweeney que du côté de... je sais pas, j'ai dit Don Sweeney, mais je voulais dire Cam Neely, si jamais j'ai pas dit Cam Neely, mais du côté de Swayman ou du côté des Bruins. D'ailleurs, j'ai croisé Cam Neely hier à la réunion des gouverneurs à New York. Et puis, j'ai demandé s'il y avait d'autres choses à dire parce que depuis qu'il avait fait sa déclaration de 64 millions, l'agent Jeremy Swayman, Louis Gross, avait sorti une déclaration pour dire que c'était pas vrai. Alors, j'ai demandé à Cam Neely hier, est-ce que tu aimerais en dire d'autres? J'écoute. Très poliment, Cam Neely a dit non, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Okay. Mais ce que je crois qui est arrivé, c'est que oui, le 64 millions est sur la table pour Jeremy Swayman, mais ça a été mis sur la table après la conférence de presse l'autre jour. Alors, le point de Louis Gross, je pense, c'est qu'il a entendu ça comme nous autres, finalement. Mais en tout cas, à la fin de la journée, les Bruins sont prêts à lui payer 8 millions par année. On verra où ça va, parce qu'évidemment, il y a un joueur qui, je pense, qui est probablement blessé émotionnellement de ce qui se passe avec son équipe. Puis il faut se rappeler qu'il n'était pas trop heureux non plus du processus d'aller en arbitrage l'été avant, en 2023. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est assez émotionnel. Mais je sais que les Bruins, encore une fois, selon mes informations, ont indiqué à Swayman et son agent dans les derniers jours qu'on ne veut pas t'échanger. OK. Fait que, mais comme je dis souvent,
Ça fait 30 ans que je trouve dans la Ligue nationale. Qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui, peut-être pas vrai demain. Ouais. Alors, on verra où ça va, ce dossier-là. Mais écoute, les deux côtés, quand même, indiquent qu'ils continuent de se parler. Alors, c'est pas dans une position là, où on a arrêté de se parler. Mais, tu sais, c'est intéressant comme dossier parce que s'il ne veut pas signer 8 millions par année, tu peux voir les deux côtés. Je comprends, Swayman, tu sais, quand on en a parlé la semaine passée, les gardiens essaient de rétablir le marché des gardiens, surtout Shesterkin, qui va être payé, lui, comme le meilleur payé parmi les gardiens au monde. Mais même Swayman essaie d'aider la cause aussi. Mais je comprends le côté des Bruins aussi. Tu peux faire les deux bords parce que, tu sais, Jussi Saros vient de signer un contrat de 8 ans cet été, qui commence même pas pour une autre année d'ailleurs, à 7,74 millions par année. Mm-hmm. Puis je pense qu'on est d'accord. Jussi Saros, c'est un peu plus établi comme gardien numéro 1. Ben oui. Swayman, une grosse saison l'an passé, absolument. Puis tu peux voir où ça s'en va à son âge. Mais c'est quand même un fait que Saros, à 7,54 millions par année, ça fait 5-6 ans là, que c'est un numéro 1. Alors, c'est sûr que les Bruins ont le droit de dire, écoute, Saros, il fait ça, puis toi, tu vas avoir plus. Je comprends, mais il n'y a rien qui arrête Swayman et son agent pour dire le plafond salarial continue de monter. D'ailleurs, Gary Bettman qui a précisé encore une fois hier que ça va monter à un autre 5 millions, ou 4 millions, excuse. Mais, tu sais, fait que, il y a le droit. Tu as le droit comme joueur autonome, même avec restriction, d'essayer de te faire payer. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais, tu sais, Pierre, tu l'as dit, du côté des Bruins, on a mentionné à Swayman qu'on ne veut pas l'échanger. Mais ça ne veut pas dire forcément que Swayman ne veut pas quitter. Parce que lui, clairement, moi en tout cas, regarde, écoute, je suis pas naïf, c'est pas la première fois que les équipes ou les joueurs ou les agents vont passer des messages dans les médias, mais vont pas le faire directement de façon générale comme ça. De voir Cam Neely qui sort publiquement, puis qui avance ça, ouais, c'est rare. Tu sais, c'est rare, puis moi je pense que ça laisse des traces. T'sais, je ne sais pas à quel point Jeremy Swayman a apprécié la sortie de Neely dans les médias, puis d'après moi, ça l'a peut-être blessé. Là. Oui. Oui, absolument, je pense que ça l'a blessé. Puis d'ailleurs, je pense que si les Bruins espèrent de finalement le signer, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un coup d'appel de Neely à Swayman pour s'excuser. Mm-hmm. Ça pourrait aider la situation présentement. Ça m'a été suggéré hier d'ailleurs. Alors, ouais, c'est explosif. Puis écoute, il y a plusieurs années, on voyait ça plus souvent, là, les déclarations dans les médias durant les grosses négociations. J'en ai couvert pas mal durant mes années, mais ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu de même. La Ligue nationale, a vraiment arrêté de faire ça. Les négociations sont très secrètes maintenant, aujourd'hui, en général. Tout le monde essaie d'être business puis professionnel. Mais, tu sais, il y a 20-25 ans, c'était toujours de même. Là. Il y avait des articles, toutes sortes d'affaires qui se passaient à travers de la Ligue quand les joueurs n'étaient pas contents, puis les équipes n'étaient pas contents, quand un gars n'a pas signé. Fait que de plusieurs façons, c'était un peu old school ce qui s'est passé cette semaine, de voir la façon que Cam Neely a géré ça. Je pense que, tu sais, pas, tu sais, d'autres, on aime ça dans les médias parce que ça nous donne des choses à parler, mais je pense pas que ça a été une bonne décision. C'est correct de sortir et dire qu'on y a offert tout un contrat, mais tu n'as pas besoin de donner le chiffre parce que là, je pense que ce qui se passe, c'est non seulement que le joueur est blessé, mais aussi peut-être que tu perds confiance dans l'idée que les négociations devraient être professionnelles. Ouais. Puis que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des chiffres qui passent à côté d'autres. C'est ça une négociation. Tu reviens, puis là, éventuellement, tu trouves un chiffre, mais le fait que le chiffre a sorti, je pense, ça a été difficile à gérer pour Swayman, absolument. C'est surtout, tu sais, écoute, j'écoutais les extraits de radio de Boston ce matin, là, puis il y a beaucoup de haine autour du gardien de but présentement. Je comprends que du côté de Cam Neely, on veut gagner la bataille de l'opinion publique, mais si ton intérêt réel, c'est d'avoir encore Jeremy Swayman comme gardien de but numéro 1 pour les 8 prochaines saisons, ce serait le fun qu'il n'y ait pas trop la pression de ses partisans, parce qu'à la moindre contre-performance, on pourrait retomber sur la tomate. Fait que moi, c'est là où est-ce que je trouve que c'est un jeu dangereux dans lequel que les Bruins se sont aventurés, puis j'ai bien hâte de voir comment tout ça va se terminer. Pierre, au final, ouais. On a avancé 64 millions. C'est quoi les demandes du clan de Lewis Gross et de Jeremy Swayman? Est-ce qu'on est proche au moins ou on est encore à plusieurs millions d'écarts par année? Je
Je pense pas que c'est plusieurs millions. Ils veulent, écoute, il n'y a rien qui sort de leur côté à 100% de ce qu'ils demandent, alors faut faire attention. Mais je pense pas que c'est plusieurs millions. Je pense qu'ils sont plus proches que les gens reconnaissent. Puis ça peut se faire. Je pense que l'écart peut s'arranger. C'est juste que là, c'est pas juste ça. Là c'est émotionnel. Mhm. Alors, c'est ça qui est difficile à prédire. Sur le côté business, je pense pas qu'ils sont tellement loin que c'est impossible. Je pense que j'ai l'impression là, que s'ils continuent de parler, continuent de négocier, que ça va arriver. Mais là, le problème, c'est le côté émotionnel. C'est quoi l'impact de ce qui se passe présentement? Puis ça, je suis pas sûr. Ça, là, Pierre, là, clairement, Swayman, c'est une chose. Lui, il peut être blessé à travers tout ça. Ça peut-tu faire des petits au sein de ses coéquipiers dans le vestiaire de voir, hey, il me semble que j'ai pas aimé ça de voir mon coéquipier se faire traiter comme ça par mes patrons. Tu penses qu'il peut avoir des répercussions au sein de les autres joueurs des Bruins? Mm-hmm. C'est intéressant comme question. Mais tu sais, je pense qu'on a parlé la semaine passée, mais les Bruins, ils ont toute une histoire avec la façon qu'ils gèrent leurs négociations. David Pastrnak, je peux te dire, en avoir parlé avec son agent JP Barry après que ça a été négocié, ça a été toute une négociation entre Pastrnak et les Bruins. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Il y a du monde qui se sont engueulés durant cette négociation d'1 an et demi entre Pastrnak et les Bruins. Puis tu te demandes la question, Anthony, qu'est-ce qu'on fait avec David Pastrnak, le meilleur joueur? Tu sais, mais ça n'a pas été facile. Fait que ça te démontre que... Puis d'ailleurs, tu peux critiquer les Bruins pour ça, mais à la fin de la journée, il y a bien des équipes qui aimeraient savoir un plafond salarial géré comme les Bruins. Ah ben oui, ça c'est sûr. Fait que c'est pour ça la coutume des Bruins dans les années de plafond salarial, c'est d'avoir les meilleurs contrats, puis pas se trouver avec tout le monde qui se fait payer à leur max comme on a à Toronto. Tout le monde à Toronto se fait payer au plus cher possible. C'est la réalité. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on n'a pas gagné une coupe encore. Fait que oui, c'est pas le fun de se faire traiter de même, mais en même temps, les Bruins, c'est une business. Les Bruins essaient de protéger leur plafond salarial. D'une façon, Julien Brisebois à Tampa aussi. C'est intéressant. Le Lightning, c'est une business. On a vu que c'était Stamkos. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a un plafond salarial dans la Ligue nationale de hockey. Ça fait 20 ans. Puis il y a encore des formations, clairement, qui se font prendre au jeu. Puis il y en a d'autres qui sont plus habiles à ce niveau-là. Pierre, je ne sais pas si Jeremy Swayman va courir après son cash encore longtemps. Mais moi, j'y recommanderais l'application League2Go. C'est l'application qui gère ta Ligue de balle, ta Ligue de hockey, tes statistiques, le classement en ligne. C'est pas compliqué. League2Go, ça s'occupe de tout. Tu peux te concentrer sur ton jeu. League2Go va s'occuper du reste. Pierre, je dois te lever mon chapeau. En fait, je dois te lever ta casquette des expos qui est splendide, soit dit en passant. Plus tôt ce matin, tu étais à New York pour la réunion des gouverneurs, mais tu t'es dit, je peux absolument pas manquer mon podcast Radar, il faut absolument que je sois là. Donc, tu as pris l'avion, tu t'es amené, tu étais avec moi ce matin. Mais tu étais à New York parce que c'était la réunion des gouverneurs, une réunion qui est toujours très importante. Qu'est-ce que tu as appris comme information? Qu'est-ce qui est sorti de cette réunion-là au cours des dernières heures? Je dirais que la nouvelle la plus importante, vraiment, qui a été annoncée après la réunion des gouverneurs, puis ça a été annoncé pas mal clairement par Gary Bettman, c'est que il a hâte de commencer les négociations avec les joueurs pour la prochaine convention collective. Il espère de commencer ça au mois de janvier. Et puis, il espère que ça va bien faire, que ce qu'il entend de l'Association des joueurs présentement, que ça devrait être une négociation qui se fait assez bien et qui, peut-être, si tout va bien, que Gary Bettman, à sa conférence de presse avant le premier match de la finale de la Coupe Stanley au mois de juin, pour annoncer une nouvelle convention collective. Wow! Un an d'avance? Ça a étonné pas mal de gens hier après la réunion du gouvernement parce qu'évidemment, oui, c'est la convention collective présentement se termine en septembre 2026, alors dans 2 ans. Et Gary Bettman hier qui parle du fait que peut-être qu'il pourrait avoir quelque chose au mois de juin. Bon, il espère. Évidemment, Marty Walsh, il n'était pas là, l'association des joueurs, mais j'entends quand même des bonnes choses aussi du côté des joueurs. Alors, écoute, moi, j'ai couvert le lockout en 2004-2005. On n'a pas eu de saison. J'ai passé toute l'année à New York couvrir ce lockout. J'ai couvert aussi le lockout de 2012-2013 qui a coûté l'additionnaire la moitié de la saison.
je suis quasiment pas prêt émotionnellement d'entendre parler que tout est positif de même entre les deux côtés. Alors, je ne sais même pas C'est un comment piège. C'est un réagir. piège, Pierre. Ouais, fait que, on verra. On peut au moins dire que ça commence bien. Ouais. Lorsque les deux côtés vont commencer au mois de janvier, mais on verra où ça va aller après ça, parce que des fois, il y a des surprises. Mais ça serait le fun pour les partisans, évidemment, si on peut avoir une nouvelle convention collective sans guerre, et puis qu'il n'y a pas de match de hockey qui se font sacrifier là-dedans. Ouais, mais regarde, je veux pas prêter de mauvaises intentions au commissaire, puis honnêtement, j'espère sincèrement qu'il est sincère et honnête. Mais ça pourrait pas être une petite technique de moyenne pression sur l'association des joueurs, comme quoi si jamais on n'en vient pas à s'entendre rapidement, ce sera en raison de Marty Walsh et des joueurs que ça achoppe et non de la Ligue nationale parce qu'eux étaient confiants d'en venir rapidement à une entente? Ouais, écoute, c'est toujours possible, ça parle absolument. Mais je peux te dire, par exemple, que ce que j'entends, hein, c'est que c'est les joueurs cet été, en fait, qui ont envoyé un message à la Ligue pour dire je pense qu'on va être prêt à commencer à parler avant que tu pensais sur une nouvelle convention collective. Alors ça c'est important pour moi parce qu'évidemment, c'est toujours plus difficile sur le côté des joueurs de faire l'unanime. Tu as 750 joueurs. Ça prend beaucoup de travail pour communiquer avec tout le monde puis comprendre ce que les joueurs veulent faire. Alors, j'ai l'impression que justement, qu'on a parlé assez de joueurs pour comprendre que les joueurs veulent que ça se fait comme il faut. Alors, on verra. OK, ça c'est intéressant. Puis l'autre chose que j'ai trouvé bien, puis tu l'as mentionné rapidement là, depuis le début du podcast, le plafond salarial va augmenter. On parle d'une augmentation approximative, parce qu'il n'y a rien de concret encore en ce moment, mais de 92,5 millions. Donc la Ligue nationale est en bonne santé. L'espèce de plafond qu'on avait placé là, en raison de la COVID est maintenant vraiment disparu. Puis maintenant, on a l'augmentation de 5% chaque année. Ça, je présume que ça a été bien reçu par tout le monde, autant du côté de la Ligue nationale, les joueurs, les agents, les équipes. Oui, tout le monde est heureux d'entendre cette nouvelle parce que ça veut dire justement que les chiffres s'en allent exactement où ils devraient aller, qu'il n'y a pas de recul financièrement. C'est ce que Batman nous a dit hier. Le 92,5 qui est prévisé, ça peut changer là, parce qu'on est de bonne heure dans la saison, mais c'est vraiment le 5% qui est déjà dans la convention collective finalement. Que si les ventes vont bien, les revenus, qu'à chaque année, ça devrait être au moins 5% de hausse pour le plafond salarial. C'est ça qu'on prévoit présentement pour l'année prochaine. Mais c'est important parce que, évidemment, il y a des joueurs qui négocient des nouveaux contrats. Il y a des agents et des directeurs gérants qui se parlent. Puis, il faut être d'accord de ce que la Ligue présente comme l'avenir financièrement quand on fait des contrats individuels. C'est vraiment incroyable des fois quand tu as un agent et un DG qui ne sont pas capables d'être d'accord sur le fait que le plafond salarial va monter. Parce que ça affecte vraiment, c'est quoi le chiffre que tu es prêt à signer entre équipe et joueurs. Mais écoute, le commissaire l'a dit hier que ça devrait être un entour de 92,5 l'année prochaine. On verra après ça. Oui, parce que tu le dis, au final, oui, c'est le montant, mais l'agent, lui, il vend le pourcentage du plafond salarial. Et le pourcentage, si le plafond augmente, n'est pas le même montant en bout de ligne. Donc là, ça, c'est sûr que c'est à prendre en considération. Pierre, depuis... Hey, tu veux-tu dire à Georges Larac qu'il arrête de m'appeler durant notre podcast? C'est bon, je vais lui passer le message. C'est très drôle. C'est très drôle. Pour les gens qui ne savent pas, on enregistre ça le matin. Tu t'apprêtes à aller faire ta chronique avec Georges et Gonzo dans quelques heures. Je vais lui faire le message quand je vais sortir du studio tantôt. Sacré Georges. Pierre, il y avait toutes sortes de rumeurs sur une potentielle expansion, de voir la Ligue passer de 32 à 34 équipes. Ouais. On a vu Houston qui est revenu, on a vu Atlanta. Il y a eu le déménagement à Salt Lake. Clairement, la Ligue nationale de hockey est en plein essor. Puis il y a beaucoup d'endroits. Évidemment, nous, d'un point de vue du Québec, on aimerait ça que ça revienne à Québec. On les sent un petit peu plus à l'écart dans les villes ciblées. Mais il y a quand même cette possibilité-là qui est dans l'air. Gary Bettman a fermé la porte dans les dernières heures. Ben, écoute, qu'est-ce qu'il nous a dit, c'est qu'il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il a dit, c'est que l'expansion n'a pas été mentionnée du tout. Il y a dit zéro durant les conversations hier avec les propriétaires nationaux. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver éventuellement, Anthony. C'est juste que Bettman voulait préciser encore une fois que la Ligue n'est pas encore prête à aller là. Ça va arriver. Écoute, Houston, Atlanta,
Puis éventuellement, il va falloir revenir en Arizona. C'est absolument 100% sûr que la Ligue nationale va revenir en Arizona un jour. Mais ils ne sont pas encore prêts. Puis j'ai l'impression, c'est la première fois que je pense à ça hier quand j'écoutais les propos de Batman. Mais lire entre les lignes, j'ai l'impression qu'une des raisons peut-être qu'on va vouloir attendre, c'est premièrement de faire sûr qu'on fait une convention collective avec les joueurs. Et de faire de la focus là-dessus. Surtout qu'on vient d'annoncer qu'on veut commencer à négocier avec les joueurs au mois de janvier. Alors peut-être qu'on veut faire sûr qu'on fait une nouvelle convention collective. Ensuite, on se tourne de bord et on commence à regarder à l'expansion. Ça va arriver. Je serais tellement surpris, étonné si la Ligue nationale ne font pas d'autres expansions quand tu parles du fait qu'on peut aller chercher le montant d'argent qu'on va aller chercher pour les nouvelles équipes. Puis c'est pas juste ça, ça m'a été expliqué hier par quelqu'un d'autre de la Ligue nationale. La Ligue nationale est dans 22 marchés américains, mais ils veulent aller chercher d'autres marchés. Tu sais, on a 3 équipes à New York, 2 équipes à Los Angeles. Ça aide pas, ça, vraiment. Il faut aller dans des nouveaux marchés pour devenir plus national comme ligue. Alors, écoute, ça va arriver un jour, mais ils ne sont pas encore prêts. Mais tu sais, en même temps, un peu, si on regarde le passé, l'expansion était comme un mot tabou jusqu'à temps que c'était fait. Tu sais, dans la Ligue nationale, c'était un peu ça. Là, on se disait, on n'en parle pas, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Hop, on parle d'expansion, puis c'est déjà fait. Tu sais, la Ligue nationale a déjà allé de l'avant, fait que j'ai hâte de voir. On parlait de quel montant, selon toi, Pierre? Parce que, tu sais, il n'y a pas si longtemps, en 2017, Vegas, c'était 500 millions. Seattle, c'était 650. Les Sénateurs d'Ottawa ont été vendus pour à peu près quoi, 1 milliard. Là, s'il y a une expansion qui arrive, disons, je sais pas, dans 2 ans, ça va être encore plus que ça, là. 2 milliards? Wow. Yes, sir. Je suis pas mal sûr. Pas mal sûr que ça va vous coûter 2 milliards à rentrer dans la Ligue la prochaine fois. Aïe, ouais. aïe. Puis je pense que c'est parce que tu regardes la vente des sénateurs, les ventes d'équipes sportives, ça continue de monter. Tout le monde veut rentrer dans le sport. Moi, je pense que ça va être 2 milliards pour aller chercher une équipe d'expansion dans la Ligue nationale. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre une croix sur le projet à Québec de façon définitive, selon toi? Ben, malheureusement, probablement. Écoute, Québec a eu sa chance, comme tu le sais, Anthony, lorsque Québec a fait partie du même processus que Vegas. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'était tellement décevant. Moi, je rêvais au retour des Nordiques, mais la réalité, c'est que lorsque Québec n'a pas été capable de foncer durant ce processus, c'est sûr que Gary Bettman a sorti pour dire « Oh, on ne ferme pas la porte, mais pas cette fois ici. » Moi, j'étais à la conférence de presse ce jour-là quand ça a été annoncé. Ça sentait comme c'était votre dernière chance. C'est ça que ça sent. J'espère que j'ai pas raison, comme je te dis, là, mais... Mais si je comprends bien ce que tu viens d'avancer, c'est un peu Québec qui s'est retiré du processus et non la Ligue nationale qui les a pas choisis. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Excuse si je t'ai donné cette impression-là. Là. Je veux juste dire que le processus, lorsque Québec faisait partie du processus avec Vegas, officiellement, la Ligue leur a invité de faire partie du processus d'expansion. Évidemment, Québec n'a pas été capable d'aller chercher une équipe, alors pour une raison ou une autre. Mais qu'est-ce que je te dis, c'est que la Ligue nationale avait invité Québec à faire partie de ce processus, puis ça n'a pas fonctionné. Alors, les invitations de même, ça n'arrive pas toujours. Non. Non, puis c'est dommage parce que à ce moment-là, c'était 500 millions. Il y a une méchante différence entre 500 millions et 2 milliards. Ça, je pense que tout le monde s'entend là-dessus. D'ailleurs, je te dirais aussi que, ça c'est juste mon opinion, là, mais je te dirais aussi que les problèmes à Winnipeg la saison passée avec les sièges vides tout à coup, là, justement, j'ai parlé avec Mark Chipman hier, un des propriétaires des Jets, qui m'a dit que d'ailleurs, les ventes ont été beaucoup mieux cet été pour les Jets. Alors, des bonnes nouvelles de Winnipeg. Mais l'année passée, lorsqu'on ne faisait pas Salcombe à chaque soir, malheureusement pour Québec, ça fait mal à Québec. Parce qu'on a ramené les Jets, puis je sais que Winnipeg et Québec, c'est pas la même ville, mais quand même, ça a toujours été un lien entre les deux marchés à cause de ce qui s'est passé dans les années 90 avec les deux marchés. Les Jets reviennent, tout va bien, tout à coup, les choses vont pas bien passer. Je te garantis que d'une façon, la Ligue regarde ça et dit peut-être qu'on a, on devrait exister avec Québec, c'est sûr. Mais tu sais, Pierre, là, puis tu sais, on jase, on s'amuse, là. J'ai l'impression des fois que la Ligue nationale de hockey roule à 2 poids, 2 mesures. T'sais, d'un côté, tu as les Jets qui, quelques bancs vides, c'est vrai, mais de façon générale, ça se passe quand même bien.
Puis de l'autre, en même temps, tu avais un marché comme l'Arizona qui, pendant des années, a été un problème pour la Ligue nationale de hockey, puis qu'on les a défendus bec et ongle. Puis non, 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 tout est correct. Puis on joue dans un aréna un aréna collégial. Je veux dire, il n'y a pas ce système à deux vitesses-là dans la Ligue nationale de hockey pour les équipes du sud des États-Unis versus les équipes canadiennes. Ben, c'est sûr. Puis ça revient à le point que j'ai fait avant, le fait que la Ligue nationale va aller dans d'autres marchés américains pour être une ligue plus nationale. Puis l'Arizona, c'est tellement important, la Ligue nationale. Puis la raison la Ligue a défendu les Coyotes pour toujours, puis beaucoup trop longtemps d'ailleurs, mais c'est parce que le marché même de l'Arizona, le marché sportif, le marché de la télévision, ça continue de grandir. Arizona, ça continue d'agrandir en population, agrandir en cas d'écoute pour les sports. C'est hot en Arizona de plusieurs façons. Mais c'est juste que on ne pouvait pas continuer avec le problème qu'on avait avec les Coyotes. C'est que pas d'amphithéâtre. Et puis, le propriétaire. Alors, je vais souligner ça encore une fois. Il ne faut pas faire une confusion entre le fait que la Ligue a finalement coupé les choses avec l'Arizona, avec les Coyotes, pour dire que c'est fini dans ce marché-là. Je te garantis, avant la fin de ma carrière, la Ligue nationale va avoir une équipe en Arizona. Absolument garanti, parce que quand tu regardes les chiffres, de télévision, de marché, de population, c'est un marché que la Ligue nationale veut tellement revenir si finalement on peut avoir un amphithéâtre qui fait du sens et un propriétaire qui fait du sens. C'est la même raison qu'Atlanta revient là-dedans dans la conversation. Ça va être la troisième fois s'il va y avoir une équipe à Atlanta. Mais c'est que cette fois-ci, Atlanta, un autre marché qui continue de grandir en population, l'économie va bien en Atlanta, mais aussi, il y a 3 différents groupes de propriétaires à Atlanta qui se battent pour être le groupe qui va avoir l'équipe de hockey. 3! Ça n'a pas de bon sens. T'sais, les 2 premières fois qu'il y a eu l'équipe du hockey à Atlanta, c'est des propriétaires qui ne voulaient même pas une équipe, vraiment. Quand les Thrashers ont déménagé, c'est des propriétaires de basketball qui avaient tellement hâte de déménager les Thrashers à Winnipeg. Là, on parle des groupes qui veulent tellement, ils appellent la Ligue constamment de pouvoir amener une équipe. Alors, c'est important pour la Ligue nationale parce qu'on veut aller dans des gros marchés américains où on va avoir, on veut agrandir notre brand. C'est pour ça qu'Atlanta, Arizona, Houston, c'est des marchés américains où la Ligue pense de vendre leur brand. Très intéressant, Pierre, même si ça me fait un petit peu mal en dedans, mais je trouve ça intéressant que tu nous amènes ces informations-là. Autre truc qui est sorti de la réunion des gouverneurs, c'est spécifique à une formation, mais je trouve ça important de le souligner. Les Blue Jackets de Columbus se sont entendus pour ne pas, évidemment, avec la tragédie de Johnny Gaudreau, on va pouvoir faire une petite passe-passe là, pour ne pas avoir respecté le plancher salarial. Peux-tu nous donner un petit peu plus de détails? Oui, écoute, c'est très délicat, évidemment. Après le décès de Johnny Gaudreau, malheureusement, sur le côté business, c'était une réalité que les Blue Jackets étaient en dessous du minimum pour le plafond salarial. Puis éventuellement, les Blue Jackets, dans le milieu de tout ça, ont voulu avoir des clarifications nationales. Et puis, une des solutions qu'on a approuvées hier, on a fait officiel, c'est que les Blue Jackets avaient payé un boni à Johnny Gaudreau cet été pour 2 millions. Puis on a décidé chez la Ligue ainsi que l'Association des joueurs ont été corrects avec ça. C'est de garder le 2 millions de boni de Johnny Gaudreau sur le plafond salarial des Blue Jackets pour cette année. Puis ça va aider les Blue Jackets d'être plus proches du minimum du plafond salarial. C'est tellement décevant même qu'on doit parler de ça parce que c'est tellement moins important que ce qui se passe en vraie vie. Exact. Mais les Blue Jackets doivent commencer une saison avec les règlements de la Ligue nationale, du plafond salarial. Alors, la Ligue a annoncé hier qu'il pensait que c'était une bonne solution pour aider les Blue Jackets à se trouver au niveau qu'on doit être au plafond salarial. Mais même avec ça, j'ai parlé avec Don Model, le DG des Blue Jackets, hier à New York aussi. Puis il dit, évidemment, c'est la réponse qu'il espérait d'avoir de la Ligue et des joueurs, de pouvoir garder 2 millions sur le plafond. Mais il dit, même avec ça, les Jackets sont vraiment juste au minimum. Alors, tu sais, les Blue Jackets, s'ils ne font pas les séries, ils vont vouloir déménager des joueurs là, avant le 17 mars, à la date limite des transactions. Ouais, alors, un gars comme Provorov pourrait changer d'adresse, ben oui. Oui, alors on ne va pas descendre en dessous du minimum. Alors, je pense que ce que Don Model m'a dit, c'est qu'il va aller chercher un joueur au moins bientôt, s'il peut, un joueur d'avant,
Puis aussi pour ajouter au plafond salarial, pour donner un peu plus marge de manœuvre. Ouais. Comme c'est ça, exactement. Alors, puis d'ailleurs, l'autre chose que j'ai demandé à Waddell, j'ai dit, est-ce que tu veux juste aller chercher un contrat ou tu vas aller chercher un joueur? Parce qu'évidemment, il y a une différence. Là. On se rappelle les années que les Coyotes allaient chercher des contrats des joueurs qui ne jouaient plus. Là. Ouais. Mais Waddell m'a précisé que non, 100%, il va aller chercher un joueur qui peut aider l'équipe et non seulement un contrat. Alors, présentement, il prend plusieurs appels à chaque jour parce qu'il y a des équipes qui doivent faire des décisions. Et puis, il croit qu'il va pouvoir transiger d'ici une semaine ou deux pour un joueur. On verra bien. Un gars comme Nick Robertson, là, je comprends que c'est pas le plus gros des salaires, mais il a connu un camp d'entraînement spectaculaire avec les Leafs, notamment 3 buts contre Montréal. T'sais, il a signé un peu à reculons. Penses-tu que ça peut être un joueur qui pourrait changer bientôt? Parce que, tu sais, veut pas. Un camp d'entraînement, c'est ça. Ça sert à t'illustrer. Puis si c'est pas avec ta formation, ça sera avec un autre. Est-ce que lui, c'est le genre de joueur qu'il va falloir surveiller dans les prochaines semaines parce que ça pourrait être une possibilité de transaction dans la Ligue? Je crois pas. Ce que j'entends présentement, c'est que les Leafs vont garder Robertson. Ils ont été capables de le convaincre de signer. C'est Robertson qui voulait déménager cet été. C'était pas les Leafs qui voulaient le sortir. Et puis, je pense que les Leafs, ils veulent pas l'échanger, en fait. Alors, qu'est-ce que j'entends en parlant aux autres dirigeants à travers la Ligue nationale, c'est que, oui, les Leafs, ils vont peut-être devoir échanger un joueur d'avant parce qu'on a trop de profondeur présentement. Mm-hmm. Peut-être c'est un gars comme Carly Youngquak, un vétéran. David Camp, c'est un autre nom. Alors, c'est plus sur ce côté-là, je pense, que les équipes se misent dans le cas des Leafs. Parce que les Leafs aussi qui doivent aller signer Max Pacioretty avant la semaine prochaine ou avant le début de la saison. Alors, on va peut-être transiger chez les Leafs, au moins qu'il y a des blessures. On peut mettre, avec les Leafs, le parole salarial, c'est toujours un jeu. Mm-hmm. Mais je pense pas que c'est Nick Robertson qui se fait échanger. La saison régulière commence pour le Canadien de Montréal mercredi prochain, le 9 octobre, mais elle commence bien plus tôt que ça pour les Sabres et les Devils qui sont à Prague. Ça va commencer vendredi dans 2 petites journées si vous écoutez le podcast dès ce soir, mercredi le 2 octobre. Pierre, les joueurs aiment ça, aller jouer à l'extérieur. C'est-tu quelque chose qu'on apprécie parce que ça nous dépaysage puis ça nous permet de visiter un peu, ou les joueurs, c'est vraiment comme quand ils apprennent que c'est leur équipe qu'il faut qu'ils aillent en Europe, ça c'est une moins bonne nouvelle, mettons? Ouais, je pense pas qu'il y ait une réponse qui représente le feeling de tous les joueurs. Je pense que tout le monde est différent dans la réponse là-dessus. Au début de ces matchs en Europe, moi, j'allais toujours moi-même quand j'étais à ESPN, j'allais faire des matchs pour ESPN.com. Et puis, tu sais, quand tu es là, c'est le fun, l'atmosphère, etc. Mais c'est sûr qu'en général, ça présente un challenge pour les équipes. Tu reviens de là, je sais que quand les Kings ont été en Australie l'année passée, ils ont revenu puis ils avaient très peur de commencer la saison pas prêt. Là. Mm-hmm. Fait que, évidemment, il y a des inquiétudes au niveau de l'impact de revenir de l'Europe et comment que les joueurs se rétablissent. Mais je peux te dire que pour les joueurs européens, surtout, c'est très spécial. Oui. Ils sont tellement fiers qu'ils sont dans la Ligue nationale, ils sont fiers de revenir à la maison, d'être capables de... Si t'es check comme c'est là, puis tu peux jouer avec tu peux montrer tes amis, ta famille. C'est très important. Puis c'est important de la Ligue nationale. La Ligue nationale veut continuer d'établir ses liens en Europe parce qu'il y a tellement de joueurs qui viennent de l'Europe. Alors, ils vont continuer de le faire. Ouais, je me souviens, les Maple Leafs, sur ce qui avait été joué en Suède, là, William Nylander faisait déguster des bonbons de l'endroit. Ça avait donné droit à tout un moment. Fait que c'est sûr que pour des joueurs qui sont de la place, c'est une fierté d'amener leur environnement dans leur environnement de jeunesse. Donc ça, je peux comprendre ça. Alors voilà, Pierre, c'est ce qu'il y avait sur ton radar cette semaine. J'espère qu'à la maison, vous avez apprécié ce 2e épisode du podcast. Puis nous, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine, alors qu'on sera sur le point d'assister au premier match qui devrait être explosif entre les Canadiens de Montréal et les Maple Leafs de Toronto. Bonne semaine, Pierre. Salut, Denis, merci. Et juste en terminant, je vous rappelle que les meilleures cotes sont disponibles à 24 heures d'avance sur le site de ubet.io. Bye bye tout le monde. Ciao.